Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Dictaphone. Culture, info, politique, médias, associations. Dictaphone. Décrypté par les étudiants de Sciences Po. Dictaphone, le talk show des étudiants de Sciences Po Menton. Dictaphone sur Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Fréquence Méditerranée, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent puisqu'on est ensemble déjà depuis 18h pour le direct bien sûr avec ce soir les étudiants Sciences Po pour cette émission Dictaphone. Ils sont autour de la table avec moi pour débattre ce soir. On va vous donner le thème dans quelques secondes, mais déjà on va vous présenter donc dans l'ordre des aiguilles d'une montre en partant donc de la droite, c'est monsieur Saad Semlali. Bonsoir Saad, deuxième passage en radio. Exactement. Chez nous en studio, je crois que ça commence à lui plaire, ce monsieur, de venir chez nous. À côté de lui, c'est Morgane Abbas. Bonsoir Morgane. Bonsoir. Garçon de l'autre côté, en face, donc c'est monsieur Ilaï Berezi. Salut Ilaï. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Voilà. Et puis la deuxième fille ce soir autour de la table, c'est Nour Chérif. Bonsoir, merci de nous accueillir. Voilà. Donc on est parti pour une heure d'émission avec un thème particulier. Ce soir, on va parler politique, en tout cas nouvelle droite, nouvelle gauche. Le romantisme politique a-t-il mis fin aux orientations traditionnelles? Alors quand j'ai reçu cette info, ce titre, j'ai dit waouh, c'est joli. On va voir ce qu'on va faire ce soir avec ceci. Déjà, donc alors de chaque côté, on va avoir les deux personnes qui vont poser les questions. C'est Saad et Morgane, avec moi bien sûr, qui va en rajouter un petit peu. Et puis donc de l'autre côté, ils représentent l'association La Fabrique Politique. C'est Ilaï et Nour donc qui vont nous présenter déjà pour démarrer cette émission. Qu'est-ce que cette association La Fabrique Politique au sein de Sciences Po Menton? Eh bien écoutez, en tant que président de La Fabrique Politique, tout d'abord merci de nous accueillir et j'ai la grande fierté de vous dire que notre association est présente depuis quelques années déjà sur le campus et notre but essentiellement c'est de fabriquer et refabriquer le sentiment politique, c'est-à-dire faire vivre vraiment des activités qui vont développer le débat d'idées, les idéaux de tous les côtés, pour montrer qu'à Sciences Po, ce sont des sujets qui nous intéressent et qu'il faut en parler, que ce soit de la politique intérieure, étrangère, des sujets d'actualité, etc. C'est déjà l'essence même de l'école, hein, Sciences Po, bien sûr. Hein, vous êtes là pour étudier les sciences politiques. On va parler politique. Et cette association, donc, comme tu l'as dit, et on va laisser après, je pense qu'elle veut rajouter quelque chose, Nour. Cette association, comme tu l'as dit, elle est là pour débattre, surtout pour parler et débattre et pas se battre. C'est exactement ça. Hein, voilà, oui. Donc, puisqu'en politique, souvent, c'est compliqué de débattre. Parce que débattre, il faut être deux. Et souvent, c'est des monologues. Donc, mais on essaye de s'écouter, c'est le plus important. Voilà, ça va être le plus important. C'est ce qu'on va faire ce soir. On va essayer de montrer l'exemple. En tout cas, vous allez essayer de montrer l'exemple. Donc, cette association, tu viens de la présenter. Vous avez des actions de quelle manière, en tout cas, sur le campus ? Alors, on a deux différents types d'événements. Donc, il présentera les événements assez réguliers. Moi, je vais présenter les gros événements qu'on fait sur l'année. Donc, alors, en gros, on a déjà... en plus des événements qu'on a environ toutes les 2 semaines et qui sont aussi sur les réseaux sociaux, donc ce qui va être vidéo, etc. Des événements qu'on organise de manière plus spontanée. Donc par exemple, le grand procès fictif qu'on a fait l'année dernière déjà et qu'on va refaire cette année. Donc une personnalité qui est déjà morte, une grande personnalité politique qu'on juge fictivement le temps d'un soir avec des élèves qui incarnent donc les avocats, qui incarnent les témoins, qui incarnent la victime et l'accusé. On a aussi demain la grande rentrée politique. Donc on profite du fait qu'on ait des forces politiques sur le campus, aussi bien une association des Républicains que La République En Marche, qu'une association qui s'est créée qui s'appelle l'Union de la Gauche et des Écologistes, qui vont donc se rassembler pour un grand débat et parler des grands sujets politiques en amont de la présidentielle de 2022. Et en plus de ces événements-là, l'année dernière, on a fait des élections présidentielles fictives. Donc on a eu différents étudiants qui se sont présentés avec un programme clair, qui ont eu du coup un débat du premier tour, puis un débat du second tour avec un vote et à la fin un président du campus qui a été élu. Et enfin, en février, nous aurons une simulation. Ils vont présenter chacun, je te coupe, hein, mais en radio on coupe souvent, c'est parce que là il faut sauter sur l'occasion. Est-ce que chacun représentait un parti politique ou pas? Alors, ils ont créé des partis politiques, donc pas forcément des partis politiques qui existaient, mais certains représentaient des partis politiques existants, notamment un étudiant qui représentait La République En Marche. Donc en fait, ça dépendait vraiment des choix de chacun. Et donc, oui, donc c'était des vrais partis, quoi. Ils ont représenté des vrais partis. Ça a donné un joli mélange parce qu'on a vu lors du débat du premier tour un candidat
candidat de La République En Marche parlait contre un candidat de l'Alliance royaliste pour le retour de notre souverain légitime. Donc ça, c'était un parti un peu fictif, mais tout à fait sérieux, qui prônait le retour du roi. Pourquoi je te posais la question ? Parce que ça pouvait donner une tendance un peu sur l'idée des étudiants. Voilà, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Donc, je t'ai interrompu. Oui, pardon. Du coup, qui est notre président cette année ? Un tout petit peu plus près. Alors, du micro, notre s'il te plaît. président cette année s'appelle Lucien Ouvrard. Donc, il est membre de l'Union de la gauche et des écologistes, l'association dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est du coup un parti qui n'existe pas réellement, mais dont les tendances se rapprochent à la fois du Parti socialiste et des écolos. Justement, pour revenir à votre propos et ce que vous dites sur le fait que peut-être que les partis représentés par les candidats peuvent donner une image. Faut savoir que la Fabrique politique, c'est une association apolitique, c'est-à-dire qu'elle ne prône pas, elle n'a pas pour but de prôner une idéologie politique spécifique. Mais en fait, c'est une association qui a pour but de juste faire vivre le débat politique sur le campus. D'accord. Et justement, c'est une association apolitique, mais du coup, ça n'empêche pas que les membres qui composent votre association soient politisés ou non d'ailleurs. Mais justement, dans les événements que vous organisez, dans les thèmes que vous choisissez aussi d'aborder, que ça soit à travers les billets d'humeur, les politiques, exactement. Finalement, comment est-ce qu'on arrive à trouver un équilibre entre tout ça et comment, en fait, est-ce qu'on arrive à être apolitique en toutes circonstances ? Je pense que c'est une question essentielle et tout à fait légitime. Notre association est apolitique, tu l'as dit Morgane, et c'est un de nos premiers principes et c'est une position que je continuerai de défendre. En fait, en tant qu'association, nous n'avons d'autre engagement que celui de faire vivre la politique. Mais alors, comment ça se fait qu'en réunissant des membres, aussi bien un fan de Rachida Dati qu'un fervent défenseur de Mélenchon ou quelqu'un qui n'a pour seule référence que le général de Gaulle, comment ça se fait que tout ça, ça donne de l'apolitisme ? Eh bien, je dirais qu'il y a une position, un engagement qui est plus fort que les positions partisanes, c'est celui de la promotion du débat d'idées. Ça, c'est ce qui nous importe le plus. Et dans la pratique, ce qu'on va faire, c'est que dans l'organisation de nos événements, si un membre souhaite parler, eh bien, il va parler en tant qu'individu, qui a des positions partisanes, certes, mais pas en tant que groupe, pas en tant que fabrique politique. Et ensuite, nous, vraiment, notre volonté, c'est de promouvoir toutes les idées, tant qu'elles ne sont pas haineuses. Et donc, on veut vraiment que personne ne soit désincité à intervenir. Et c'est dans cette mesure-là qu'on est apolitique. Donc Morgane nous a parlé des politiques rires. Je pense que les auditeurs mentonnais ne savent pas trop ce que c'est. Donc si vous pouvez expliquer en 2 mots. Alors totalement, les politiques rires, c'est des débats qu'on organise de manière assez régulière, donc environ toutes les 2 à 3 semaines, et dans lesquels on choisit un thème, donc un thème qui est clivant, avec des personnes qui seront vraiment pour et des personnes qui seront vraiment contre, et des personnes qui seront nuancées. Et en fait, au sein de ce thème, on va avoir du coup une personne qui va faire un plaidoyer pour et une personne qui va faire un plaidoyer contre. Donc si je vous donne l'exemple de la dernière politique rire qui était sur la cancel culture, on a eu une personne qui l'a défendue avec ferveur et une autre personne après. Quel thème ? J'ai pas entendu, tu as été tellement vite qu'on n'a pas entendu. La cancel culture. La cancel culture. Alors, là, c'est un peu, il y a de l'anglicisme dedans. Hein. Donc oui, c'est ça, voilà. Donc on va expliquer à nos auditeurs parce que tout le monde ne va pas comprendre. Bien entendu. La culture du. Alors, c'est la culture du. De l'annulation, entre guillemets, même si comme en anglais, on n'en parle pas vraiment comme ça. Et pour vous donner un exemple, c'est par exemple déboulonner les statues de Napoléon parce qu'on considère que c'est une figure controversée. Ah oui, alors il y a beaucoup de politiques qui sont à la mode en ce moment, on va dire. Même ça, on y reviendra tout à l'heure. Exactement. Donc, par exemple aussi est-ce qu'on doit séparer l'artiste de l'individu qui est derrière, donc avec toutes les polémiques autour de la cérémonie des Césars de l'année dernière. Une émission, comment dire, un événement que vous avez fait qui s'appelle les politiques rires. En fait, on rassemble des étudiants dans un appartement et du coup, en plus de ces 2 plaidoyers-là, c'est hors campus. Exactement, oui, c'est hors campus pour permettre aux étudiants de se sentir vraiment libres de s'exprimer. Et du coup, en plus des 2 plaidoyers, tout le monde peut s'exprimer, donner son avis par rapport au plaidoyer, mais aussi des avis spontanés par rapport à ce sujet-là et du coup défendre des positions qui leur sont chères. Alors, et aussi, je tiens à dire, la Fabrique politique, c'est vraiment une des plus grosses associations du campus. Et vraiment, il y a toujours un énorme engouement autour je suis pas surpris. Je ne suis pas surpris puisqu'il faut quand même, on le disait, donc vous êtes Sciences Po, donc c'est dans son nom, c'est bien sciences politiques, vous étudiez, donc à la base vous êtes tous intéressés par la politique aussi. Donc on sait que le campus, c'est un campus méditerranéen, donc qui regroupe plus de 70 nationalités ici sur le campus, plus de 400 étudiants. Donc il y a de quoi faire et vous avez donc tous vos idées, bien sûr. Et donc là, avec ces événements, la politique rire, donc vous avez un débat
Donc je réexplique pour nos auditeurs, pour ceux qui nous suivent, qui ne vous connaissent pas. Vous avez un débat qui se passe dans un appartement, vous choisissez un thème et c'est chaud. Alors, Ça peut être chaud. Ça peut être chaud. Il y a le potentiel pour que ce soit chaud, mais nous, c'est important pour nous que les individus en soi se respectent. On peut tout à fait critiquer une idée, mais avant chaque début de débat, on insiste sur le fait qu'on ne veut pas d'attaque personnelle. Voilà. Les idées peuvent être critiquées comme défendues, mais nous sommes des étudiants qui nous connaissons, on ne veut pas attiser de la haine quoi que ce soit. C'est pas du tout notre idée. Mais après, que si le débat est clivant, c'est pas un problème. On parle de choses qui sont très 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 importantes et qui peuvent tout à fait diviser, mais c'est justement en parlant, en critiquant les idées de chacun que l'on pourra au final avoir des solutions, avoir des propositions. Pour donner peut-être un exemple, on a une politique du coup par rapport à l'intervention de l'État dans les questions de terrorisme et au final on a vraiment réussi à avoir un débat de fond avec des vraies solutions qui ont été apportées et ça c'était super intéressant parce qu'en plus du coup du fait que ça peut être chaud parce que forcément les gens sont pas d'accord et du coup vont se confronter, les gens vont aussi essayer d'apporter des solutions qui au final peuvent nous être utiles. Ok, alors... Du coup là vous avez... Oui. Vous avez parlé des politiqueries. À côté des politiqueries, il y a aussi un autre type d'événements qui sont en fait très importants au sein de l'activité que vous menez dans la fabrique politique, qui sont donc les procès fictifs. Donc tu l'as abordé assez rapidement tout à l'heure. Et cette année, vous avez choisi Yasser Arafat comme accusé à juger. C'est-à-dire que Exactement. donc, l'année dernière, vous avez organisé le procès fictif de Nasser. Je me rappelle, il y avait vraiment beaucoup de monde qui avait assisté au procès. Alors ça se passe au campus, le procès fictif, ou toujours dans un appartement? L'année dernière, c'était sur Zoom, malheureusement, parce qu'on était en plein confinement. L'année Covid. D'accord. Mais cette année, ce sera, nous l'espérons, sur le campus. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Oui, on est très fiers de vous annoncer que toutes les dispositions sont prises pour que ça se passe sur le campus. Donc alors, un procès fictif, ça se passe comment? Alors j'ai déjà expliqué tout à l'heure, mais peut-être pour préciser, donc on a un accusé, cette année ce sera Yasser Arafat, donc l'ancien leader palestinien, qui sera incarné par un élève, qui va donc faire un discours pour essayer de montrer aux étudiants toute la valeur du personnage dans son entièreté, et en face de ça on va avoir une victime du coup, et au sein de ce procès vont s'affronter du coup différents personnages, donc 2 témoins, un avocat de l'accusation qui va du coup accuser Yasser Arafat d'un certain nombre de chefs d'accusation, et en face un avocat de la défense qui au contraire va essayer de prouver son innocence. Alors excuse-moi, j'ai des questions qui me viennent parce que tu sais j'aime bien donc intervenir sur ce qui se dit. Vous avez choisi Yasser Arafat. La personne qui va l'interpréter, elle va y mettre sa propre sensibilité. Elle va peut-être partir sur une interprétation qui est fausse par rapport au personnage. C'est clair que c'est un exercice compliqué. Voilà. Et parce que en effet, les participants, il faut savoir qu'ils vont beaucoup s'investir là-dedans. C'est un vrai travail qui prend du temps. Ils y ont mis une passion, un certain amour, etc. Donc en effet, il peut y avoir une certaine subjectivité qui entre en jeu. Mais le but, c'est à la fois d'avoir une interprétation plutôt fidèle, mais on sait que les interprétations, ça peut être compliqué parce que il y a différents points de vue, etc. Surtout lorsqu'on parle d'un sujet aussi chaud qu'est la Palestine-Israël. Mais l'idée, c'est tout de même d'avoir un discours éloquent, joli, convaincant et persuasif. Donc tant qu'il n'y a pas des propos particulièrement virulents et faux en fait, donc là on va essayer de construire un beau discours. Mais justement, le fait d'organiser un procès, c'est quelque chose d'extrêmement symbolique, c'est pas un acte anodin, c'est-à-dire qu'on n'organise pas le procès de n'importe qui. Du coup tu me dis si je me trompe, mais il me semble que c'est toi qui as l'initiative, qui a eu l'idée d'organiser les procès fictifs à la fabrique politique, ou ça existait déjà avant? Qui a créé le procès politique? Qui a créé le procès fictif en fait? Alors c'est un concept qui était censé être mis en place l'année avant que nous arrivions à la fabrique. Mais donc il faut rendre à César ce qui appartient à César. Mais du coup, c'est le premier procès fictif a eu lieu l'année dernière parce que j'en avais organisé certains au lycée et du coup on a pu en faire ici. Ok. Et du coup, c'est quelque chose de fort d'organiser un procès. Donc, comment est-ce que vous choisissez les personnes qui vont être incarnées, les personnes qui vont être accusées? Est-ce que vous avez des critères? Comment est-ce que vous estimez que finalement une personne mérite Et du coup, qui juge finalement? Et qui juge aussi? Qui est le juge de ce procès? Encore une fois, c'est une très bonne question. Nous, en tant qu'association apolitique, on n'est pas là pour faire des jugements moraux. En fait, ce qui se passe, c'est que
on observe un peu l'histoire, disons, et on remarque qu'il y a des véritables personnages légendaires dans l'histoire, des personnages qu'on doit retrouver dans quasiment chaque livre d'histoire, ou en l'occurrence dans chaque livre d'histoire qui parle du XXe siècle, parce qu'on traite surtout le XXe siècle. Mais disons que ces légendes, elles peuvent avoir commis des actes qui s'apparentent à des crimes. Je dis bien s'apparentent à des crimes. Et donc on est là et on se demande, mais que dit la loi sur ces personnes-là qui ont fait des actes qui pourraient ressembler à des crimes et qui pourtant n'ont pas été jugés, parce que je précise, les personnes qu'on juge n'ont en fait pas été jugées, d'où un peu l'intérêt de notre action. Et donc on se dit, qu'aurait pu dire la loi, que pourraient dire des avocats pour le défendre, que pourraient dire des avocats pour l'accuser, quelles seraient ses potentielles victimes et aussi qui seraient là pour dire mais cette personne, elle a tant fait, je l'ai tant aimée, elle ne peut pas être coupable. Et donc on se réunit, on réfléchit, ça peut prendre du temps. Et au final, comme on tient à un minimum de démocratie, on va voter sur la personne qu'on va désigner. L'année dernière, c'était Nasser, le président iconique de l'Égypte, et cette année, c'est Yasser Arafat. 2 personnalités du Moyen-Orient, parce qu'on tient tout de même... Oui, j'allais dire pourquoi le Moyen-Orient ? Déjà parce que nous sommes le campus Moyen-Orient et Méditerranée, D'accord. je pense que c'est la première raison, et surtout parce qu'au final ces personnalités sont très clivantes, et on a d'autres procès fictifs qui sont organisés un peu partout en France par différentes associations de débat, mais au final très peu sont orientés vers ces personnalités-là du monde arabe. C'est pour ça qu'on Et les a pourquoi vous choisis. choisissez des personnes que vous n'avez pas connues ? Parce qu'à l'âge que vous avez, c'est des personnages que vous n'avez pas du tout connus. Moi, je peux parler de Yasser Arafat ou de même Nasser, peut-être, j'étais vraiment très jeune. Mais voilà, en tout cas, Yasser Arafat, oui, j'ai vu, et vous, non, pas du tout. Donc, à part à la télé, je veux dire, des rétrospectives. Donc, La première raison, je pense, c'est parce qu'on est un peu tous des férus d'histoire et qu'on en a tous entendu parler d'une manière ou d'une autre dans nos premiers cours à Sciences Po l'année dernière, ou même avant, et justement pouvoir les juger, ça nous permet de plus en savoir sur ces personnages-là. Et par exemple, Morgane, tout à l'heure, tu nous demandais, mais au final, qui va les juger ? Nous, on se prévaut absolument pas de faire le vrai procès de Yasser Arafat, mais c'est juste le temps d'un soir pouvoir réécrire l'histoire avec du coup un jury qui va être composé de spécialistes de l'art oratoire, de spécialistes de la question palestinienne, d'historiens et de juristes, et qui vont donc pouvoir juger Yasser Arafat sur l'instant T avec la personne qui l'incarne et avec les avocats qui vont du coup le défendre au contraire l'accusé. Et justement, tu nous vas-y, demandes dernière question, parce qu'après je vais reprendre la main pour aller sur le débat d'aujourd'hui, puisque là on a découvert à peu près donc la fabrique politique, mais on va pas faire l'émission qu'avec l'association, on va faire l'émission sur le thème. Donc vas-y. Vous nous avez demandé pourquoi est-ce qu'ils choisissent des personnalités finalement du passé. Oui. Comme elle a dit Nour, déjà notre campus il est spécialisé sur le Moyen-Orient, mais c'est très difficile de comprendre la situation actuelle, de comprendre finalement les caractéristiques de ces pays-là, parce qu'on étudie aussi ces pays-là d'une manière actuelle, depuis les printemps arabes, mais aussi bien avant, et on est obligé de prendre un peu de recul, d'avoir une dimension historique pour aussi comprendre ce qu'on étudie actuellement. D'accord. Et ça fait pas de débat de choisir un Palestinien par exemple par rapport à des Israéliens? Ils vont être contents peut-être que vous soyez là. Je dis ça puisqu'on avait fin d'année dernière, on devait recevoir des associations palestiniennes donc pour la défense de la Palestine, et j'avais annulé l'émission. C'était en plein chaos ce qui se passait, et je sentais qu'ils voulaient venir pour un peu il n'y avait pas tous les partis en face de la table, et c'était pour faire un peu du rentre-dedans, donc j'ai préféré ne pas le faire. Donc voilà, c'est pour ça que je me dis aussi voilà, vous choisissez Yasser Arafat, comment ça se passe? Et bien justement, en fait, nous on choisit Yasser Arafat, mais dans le cadre d'un procès qui a des véritables bases légales. On a déterminé des chefs d'accusation qui qui existent dans les véritables codes de droit. On vous reproche pas de l'avoir choisi lui, voilà, par exemple, les associations palestiniennes du campus? Non, dans la mesure où l'on va tout de même essayer de rester sur des bases légales et avec un fond historique qui a été travaillé et retravaillé. Évidemment, c'est un sujet extrêmement chaud, mais on considère que, étant donné que notre travail est productif, alors on peut le faire, on peut y aller. D'accord. Allez, il va reprendre la main, il va lancer le débat de ce soir. Donc, chers auditeurs, on vous a présenté pendant ces 20 premières minutes l'association donc La Fabrique Politique, qui ce soir donc représentée par Nour Chérif avec un beau t-shirt, un beau petit pull bleu, et Ilaï Beressi donc avec des lunettes pour le garçon. Donc et en face donc les questionneurs, c'est Saad Semlali et Morgane Abbas qui sont avec moi donc pour débattre sur ce thème ce soir: nouvelle droite, nouvelle gauche.
le romantisme politique a-t-il mis fin aux orientations traditionnelles? Alors déjà, ça veut dire quoi ce beau titre? Il faut en parler. Alors, expliquez-nous un peu. On a la droite, la gauche, aujourd'hui, hier. Qu'est-ce que la droite aujourd'hui? Qu'est-ce que la gauche? Allez-y, je vous en prie. Eh bien, écoute, Alors pour vous, pour eux. Pour les deux, bien sûr. Voilà, qu'est-ce que ça représente pour vous? Et puis après, on va donner peut-être chacun autour de la table aussi son avis. Oui, c'est vrai, c'est important de le préciser. Eh bien, écoute, mon cher Saad, mes très chers auditeurs, je vais vous raconter une petite anecdote. Je faisais passer un entretien à un candidat qui voulait rejoindre notre association, justement. Et dans le cadre de cet entretien, je lui ai posé une question. Est-ce que la merguez, la saucisse merguez, est-elle de gauche ou de droite? Dédicace à Mathieu. Dédicace à Mathieu. Et il m'a très intelligemment répondu, ça dépend de quel côté on la met sur le grill. Donc sur le coup, j'avais pas pu retenir mon sourire parce que en effet, il y a cette idée, il y a cette sensation que avant gauche et droite, eh bien ça pouvait être clair, mais que maintenant tout est flou. Moi, j'aimerais un peu nuancer ce propos. Je dirais que maintenant, c'est pas nécessairement plus flou qu'avant. On a gauche et droite. Je dirais que ce sont des grilles de lecture, des manières d'interpréter la politique, mais qui correspondent pas nécessairement avec une exactitude à 100% à la réalité de la pratique. En fait, pourquoi ? Parce que ce sont des choses qui ont pu évoluer et qui n'ont pas nécessairement voulu dire la même chose au cours de l'histoire. Et la gauche de 1900 n'a rien à voir avec la gauche d'aujourd'hui. C'est ce que tu veux dire, hein, c'est ça ? C'est un peu ça, et surtout que il y a des choses qui ont pu être interprétées de gauche auparavant et qui sont aujourd'hui interprétées de droite, bien sûr. Ou inversement. Les thèmes de société, en fin de compte, ont bougé entre ces différents partis, entre guillemets, côtés. Allez, on va dire côté. Oui, on veut dire côté. En fait, je considère pas que, évidemment, c'est des notions qui ont énormément d'importance, sinon on aurait arrêté d'en parler. Mais je trouve que de les considérer comme à la fois exclusives et exhaustives, c'est-à-dire que tout peut être soit de gauche, soit de droite, je pense que c'est trop binaire. Alors comment on fait pour reconnaître Je suis d'accord avec toi. Droite, alors, de droite ou de gauche, alors on va à Nour. Alors, pour toi. Alors je pense que c'est vraiment des perceptions qui sont très personnelles, mais en même temps que chacun en France, et il y a des statistiques qui le montrent, se reconnaît dans une droite ou dans une gauche. Et on a beau parler du fait qu'aujourd'hui le clivage est très flou, etc. Je pense qu'on y reviendra plus tard avec Emmanuel Macron, mais on a beau dire ça, au final il y a des statistiques qui montrent qu'il y a moins de 9% aujourd'hui des Français qui se considèrent pas de gauche ou pas de droite. Après chacun a des définitions différentes. Donc par exemple on avait Emmanuel Macron qui était parti dans une école et qui avait fait du coup un schéma très simple au tableau en disant que la gauche c'est l'égalité et la droite c'est la liberté. Bon, cette définition peut être remise en cause ou pas, là n'est pas la question, mais au final voilà, donc on a des expressions qui sont très différentes sur les individus, mais au final les gens se reconnaissent quand même dans ce clivage là. Ok, moi qui suis de droite, du coup je le dis, la droite pour moi c'est vraiment l'individu qui est libre et qui choisit sa destinée, et la gauche c'est l'État qui encadre et qui fait réussir tout le monde à peu près, d'où mon choix de la droite du coup. D'accord, oui. Donc on peut dire autour de la table, on n'a pas honte ici, tu sais, ici on peut, je vais t'expliquer, sur la Côte d'Azur et à Menton, tu peux dire que tu es de droite, tu risques pas grand-chose. Moi je vais pas forcément donner ma position politique parce que je ne suis même pas sûre qu'elle soit complètement construite, c'est quelque chose qui se fait avec le temps. Bien sûr, tu es très jeune, hein. Voilà, donc on a compris. C'est ça. Non, j'ai que 17 ans, mais je rejoins mes camarades, je pense que en fait la politique, c'est quelque chose qui est devenu très banal. Le terme est très banalisé et on ne sait pas forcément tout le temps ce qui se cache derrière. Et c'est vrai que par exemple les concepts explique très bien pourquoi les jeunes bon, je dis pas peut-être pas les jeunes de Sciences Po, mais les jeunes en général, vous vous désintéressez totalement de la politique. D'ailleurs, plus que les jeunes, maintenant beaucoup plus que les jeunes. Mais ce que tu es en train de dire, vas-y. Exactement. Donc c'est quelque chose qui est devenu un peu banalisé, quelque chose d'un peu trivial et on ne sait pas toujours ce qui se cache derrière ces réalités-là. Et c'est exactement la même chose pour la droite et pour la gauche. C'est des termes qu'on retrouve un peu à gauche à droite, du coup c'est le cas de le dire. Et je rejoins totalement Ilaï sur le fait que c'est finalement des outils, c'est des sortes de grilles d'analyse, des sortes de grilles d'analyse qui permettent un petit peu à l'individu de se repérer aussi dans son positionnement, et je pense que c'est aussi des grilles d'analyse qui influent aussi le choix de l'individu.
Et je rejoins Ilaï en disant que, ou non, je sais plus, ce sont des concepts en fait qui évoluent à travers le temps. La politique, c'est en aucun cas quelque chose d'immuable. Et comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui évolue à travers le temps et à travers l'espace. C'est-à-dire que la gauche de la France, c'est pas la gauche des États-Unis, et la gauche de la France, c'est pas la gauche d'il y a un siècle, quoi. Donc c'est quelque chose de très vivant en fait. Alors moi, ma vision de la politique, alors moi qui ai plus du double de votre âge, donc, alors moi je vais te dire gauche-droite aujourd'hui. Alors si je devais définir, donc moi je n'ai pas peur de dire aussi que je suis de droite, donc, mais si je devais définir la gauche beaucoup plus sociale, on va dire entre guillemets, la droite peut-être plus libérale, mais après moi j'ai une vision des choses en disant, ben moi je suis plus quelqu'un qui dit, ben travailler pour gagner sa vie et pas vivre des aides sociales, malgré qu'il en faille, hein, donc c'est pas un souci. Mais aujourd'hui je pense que vraiment certains se complaisent de rester dans droite ou gauche en fin de compte pour garder leur place. Je vais dire que c'est des clans, et en fin de compte si tu restes dans le clan, ben, tu es défendu par le clan, et si tu en sors, ben, tu es... Exactement. Voilà, donc pour moi aujourd'hui, hein, j'ai pas peur de le dire, donc la politique je la vois plus sur cette vision là, de dire qu'en fin de compte tu as des gens de droite qui ont des idées de gauche, tu as des gens de gauche qui ont des idées de droite. J'ai toujours défendu l'idée, moi personnellement, que j'aurais aimé faire un gouvernement avec les meilleurs de chaque clan, comme on fait une équipe de foot où on choisit les meilleurs de chaque club, mais malheureusement ça ne peut pas marcher, pas parce que on ne veut pas que ça marche, c'est-à-dire que pourquoi ça peut pas marcher, parce que chaque camp revendique que ce personnage doit lui appartenir et pas appartenir à l'autre clan, et donc du coup c'est ma vision des choses, attention après vous pouvez intervenir, et donc je me dis ça pourra jamais marcher, puisqu'en fin de compte la droite doit toujours garder ses ténors, la gauche les siens, et si tu as le malheur de franchir d'aller de l'autre côté, tu es un pestiféré. Donc ça nous amène vers qui Emmanuel Macron, qui a finalement tout brûlé. Voilà. Donc, du coup, je voulais juste rajouter rebondir sur ce que j'ai dit. Oui, sur ce que vous disiez. En fait aussi, je pense que quelque chose de très présent avec ce clivage gauche-droite, c'est qu'il faut essayer de le voir et de le conceptualiser sans jugement normatif. C'est-à-dire que, je pense qu'il y a aussi une vision commune de la gauche, c'est la solidarité, c'est le social, c'est être proche du... Non, c'est ce que l'image qu'on en donne. Moi, j'ai dit, c'est l'image qu'on en donne. C'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est pas l'image que je pense. Oui, bien sûr, c'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est que je pense qu'il faut aussi arriver à prendre une certaine distance avec ces visions-là. C'est-à-dire que, par exemple, j'avais parlé à quelqu'un qui m'avait dit qu'il devait expliquer à un enfant, un adolescent, mais pas encore à notre stade, quoi, et qui lui demandait c'est quoi la gauche, c'est quoi la droite, dans le cadre d'un cours d'histoire, et qu'il a essayé de lui expliquer ce qu'est la gauche et la droite, et qu'à la fin l'enfant lui a dit du coup la gauche c'est les gentils et la droite c'est les méchants, alors que c'est pas du tout ça. Donc je pense qu'il faut aussi réussir à faire cette distance. Drôle de vision. Oui. Bon, ok. Parce qu'il y a moi exactement, oui, c'est moi. Pour définir vraiment en absolu ce qu'est la gauche et la droite, alors on essaye un peu de se référer à l'histoire et d'évaluer si ça c'était un mouvement de gauche ou si ça c'était un mouvement de droite. Et lorsqu'on a cette analyse-là, ça fait qu'on a l'impression que les forces qui font progresser l'histoire, qui apportent du progrès, des accomplissements sociaux, etc., ce sont les forces de gauche. Et donc dans ce cas-là, ça fait justement un jugement normatif qui dit donc à l'opposé, la droite fait pas progresser l'histoire. Alors la droite serait le camp des conservateurs. D'accord. Qui faire pas progresser l'histoire, ça fait très mauvais à dire. Oui. Mais disons que ça fait ce serait le camp qui veut maintenir les choses un peu telles qu'elles sont. Mais comme l'indique un peu votre visage, ça sonne pas bien, ça sonne vraiment injuste de qualifier la droite ainsi et de mettre la gauche ainsi sur un piédestal. Donc oui, c'est des concepts qui, lorsqu'on les manipule, on met toujours un peu de notre sensibilité dedans, etc. Et on veut s'impliquer. Dire je suis de gauche, dire je suis de droite, c'est un engagement qui est quand même fort et qui parfois nous suit toute notre vie et qui parfois influe sur chacune de nos décisions. Il y a des gens qui se revendiquent de gauche et qui ont l'impression de faire un acte de gauche lorsqu'ils choisissent leur café, de boire un café le matin. Quoi. D'accord. Totalement, et peut-être juste pour donner un exemple très précis de ce que Dilay disait par rapport à la droite qui est plus conservatrice, si on remonte du coup dans l'historique, en fait ceux qui s'étaient placés, d'où a commencé ce clivage gauche-droite, ceux qui s'étaient placés à gauche de l'hémicycle voulaient garder le roi seulement au moment de la Révolution, seulement le roi comme figure et non pas comme un personnage alors tu donnes le côté historique, c'est très bien. Exactement, c'est ce qui nous permet de vraiment comprendre ce clivage d'aujourd'hui, et à ceux qui s'étaient placés à droite de l'Assemblée, eux voulaient vraiment garder le roi comme une figure qui peut agir politiquement et qui a un impact exécutif.
C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui dans la Ve République. Mais en même temps, si on reprend un peu l'historique de la Révolution française, avec un clan de gauche, un clan de droite, en fait, la plupart des députés, ils étaient où ? Ils étaient au centre. Ouais. C'était les modérés, c'était ce qu'on appelait le Marais ou la Plaine. Donc déjà, à l'époque, c'était pas si évident que ça. Alors, on va en venir, mon cher. Je reprends de temps en temps la main pour ce que j'ai l'œil sur la pendule et je veux qu'on aborde le sujet. Donc, en fin de compte, ce que je disais tout à l'heure quand j'ai donné ma position, je l'ai depuis très longtemps et donc Emmanuel Macron n'existait même pas quand j'ai eu vous voyez, donc la position que je vous ai donnée, ma position tout à l'heure, où je vous disais, pour moi, la politique, ça voudrait réunir les meilleurs de chaque clan. Il n'y a pas que des bons à droite, il n'y a pas que des bons à gauche, il y a des bons partout, il y a des mauvais partout. Et c'était de les réunir et d'en faire un gouvernement. Et donc je vous disais, ça marche pas. Et donc Emmanuel Macron, qui est le président aujourd'hui, est-il de gauche, est-il de gauche, est-il de droite, c'est ce que pour les pauvres. Voilà. Expliquez-nous selon vos termes. Il n'existait pas donc à cette époque. Et il existe maintenant depuis les dernières élections, donc il y a 5 ans. Exactement. En fait, le premier pari d'Emmanuel Macron, ça a été de faire du en même temps. Et c'est ce qui était présent depuis son programme, de se revendiquer en même temps de droite et en même temps de gauche, de constituer un gouvernement à la fois de droite et à la fois de gauche. Et en fait, en 2017, on a eu vraiment un éclatement du paysage politique traditionnel, avec notamment, du coup, au second tour, d'un côté, cette personnalité-là, Emmanuel Macron, qui se revendiquait des deux clans, et de l'autre côté, une personnalité Marine Le Pen, qui, elle, au contraire, était à l'extrême droite. Donc on a eu vraiment une sorte de reconsidération du paysage. Sachant que les deux autres partis se sont sabordés tout seuls. Sachant qu'ils n'ont pas réussi en tout cas à passer le second tour. Voilà, il s'est retrouvé face à l'extrême droite dû à une absence de leader à gauche et à droite. Et avec un score au PS historiquement bas de Exactement. 6%. Il y en a un qui s'est chargé de le faire exploser. Donc à ce moment-là, en fait, beaucoup se sont interrogés, est-ce qu'on assiste vraiment à la mort de la droite et de la gauche ? Eh bien finalement non. En tout cas, c'est ce que de nombreux chercheurs ont réussi à montrer depuis. On a notamment une chercheuse qui s'appelle Janine Mossus-Lavaux qui a écrit un livre récemment qui s'appelle Le clivage droite-gauche, toute une histoire, qui explique que en fait on est dans une tendance aujourd'hui des partis d'essayer de rassembler en fait différents, en fait de prendre des idées transpartisanes et à la fois considérées de droite et à la fois de gauche dans leur programme, mais qu'au final les gens, en tout cas les individus, continuent à s'identifier à la droite et à la gauche, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec du coup cette statistique de seulement 9% qui n'arrivent pas à se reconnaître à droite ou à gauche. Et en fait, au final, il faudrait plus voir cette gauche et cette droite comme un modèle, plus que de les lier à tout ce qui est lutte intestine du pouvoir. Donc au final, le pari d'Emmanuel Macron d'essayer de rassembler cette droite et cette gauche au gouvernement... Je vais te couper, mais t'as pas l'impression que dans la vie de tous les jours, les Français, ils sont un peu éloignés de la politique, que ce soit gauche, droite, il y a les gouvernants et les Français qui sont un peu perdus pour l'élection à venir, finalement, non ? Pour moi, en fait, ça dépend de quel Français on parle, parce qu'au final, il y en a qui, quand même, s'intéressent énormément, et quand on voit qu'ils s'intéressent à la politique, on voit qu'ils se reconnaissent dans une certaine gauche ou qu'ils se reconnaissent dans une certaine droite, mais en fonction des valeurs, et je pense qu'on en reparlera après. On a, en fait, l'évolution des valeurs matérialistes aux valeurs post-matérialistes qui ont un peu changé le cadre des revendications des Français. Alors, si tu peux juste définir valeurs matérialistes et pour ceux qui écoutent, parce qu'il y en a, ils comprennent pas exactement. Oui, bien sûr. Moi, je pensais qu'on allait revenir plus tard, mais en fait c'est une théorie. Il est déjà 19h33, donc une grosse dédicace à nos profs de comparative politique. Exactement, c'est eux qui nous ont appris ça. Alors. Donc on a un théoricien qui s'appelle Inglehart qui a du coup défini ce qu'on appelle les valeurs matérialistes et post-matérialistes. Donc les valeurs matérialistes, c'est tout ce qui va être lié à la survie de l'individu, donc le fait de pouvoir se nourrir, le fait de pouvoir acheter des biens qui sont nécessaires à notre vie. Et en fait, au fur et à mesure qu'on a avancé au XXe siècle, on a eu une évolution, un décalage. On est passé de ces valeurs-là, de ce besoin-là, et lorsqu'ils ont été assouvis et qu'on a réussi du coup à les surmonter, on est passé vers ce qu'on appelle des valeurs post-matérialistes. Du coup, tout ce qui va être par exemple protection de l'environnement. Et du coup, on observe cette évolution-là au fur et à mesure que les personnes gagnent en niveau de vie. Et en fait, plus on approche de valeurs post-matérialistes, plus du coup, les valeurs des gens vont changer. Et au final,
même au niveau politique, les demandes des individus vont changer. Et du coup, est-ce que vous ne pensez pas que... Enfin, vous avez parlé du fait que Emmanuel Macron, il a un peu défié ce mode d'identification bipartisan entre la gauche et la droite. Mais au-delà de ça, vous ne pensez pas du coup qu'il y a un peu un recul de ce clivage gauche-droite au profit de valeurs qui sont peut-être plus spécifiques et pas juste l'identification à la gauche ou à la droite, du coup dans le sillage des valeurs post-matérialistes? Voyons voir un peu. Si l'on se repère aux dernières élections, les élections régionales et départementales, eh bien au final, tous ceux qui ont été réélus présidents de région ont en fait été réélus. Parce que c'était d'anciens membres de LR, du PS, et en Normandie, on a un membre de diverses droites. Donc ça montre que ces clans-là ne sont pas tout à fait morts. Ensuite, sachant qu'ils ont tous été élus avec un nombre ça très faible. Donc en fait, ils ont été élus que par des gens qui s'intéressent à la politique. Donc qui est très faible, je crois que c'était l'ordre de 30%, puisqu'il y a eu plus de 60% d'abstention. Donc voilà, ça veut dire que c'est un peu le pourcentage de gens qui s'intéressent à la politique en France qui a joué les élections. Et les autres à côté, excuse-moi, mais je vais parler cru, ils s'en foutent, quoi. Ils y vont pas, quoi. Mais après, moi je pense que parfois on fait de la politique sans peut-être s'en rendre compte, qu'on s'y intéresse sans aller voter. Parce Exactement. que quand on va dans la rue pour protester, c'est faire de la politique et c'est même faire de la politique à sa base, quoi. On pense que la politique c'est le vote, mais moi je pense que c'est très réducteur et je pense que la politique devrait d'abord se voir dans des pratiques plus fondamentales. Et lorsqu'on dit dans vos associations par exemple, le monde associatif c'est de la politique. Par exemple, mais exactement. Par exemple, aller faire, se porter volontaire pour des associations de charité, c'est faire de la politique. Exact. Je sais pas, même les gilets jaunes peut-être, aller protester dans les rues. Les gilets jaunes, totalement. Là, c'est vraiment de la politique à un très très haut degré parce que c'est vraiment. Les gilets jaunes, qu'on soit d'accord avec eux ou non, c'était porter des idées et les défendre à même le corps. Donc là, c'est vraiment de la politique au sens fort du terme, je dirais. Du coup, c'est les modes inconventionnels de participation. Il y a certaines personnes qui choisissent d'exprimer leur tendance en passant par quelque chose d'autre que par le vote. Peut-être parce qu'ils estiment que ça serait plus efficace que de passer par le vote. Donc il y a beaucoup d'autres modes inconventionnels de participation politique en dehors. Sujet très large aujourd'hui parce que je vois qu'on a des questions mais qu'on part un peu dans tous les sens. Mais bon, c'est normal, c'est très compliqué. Vas-y, Nour, tout à l'heure, quand tu t'as défini droite et gauche, est-ce que tu serais d'accord finalement pour dire qu'aujourd'hui la droite c'est contre l'immigration et que la gauche c'est écologiste, que c'est un peu ça, les valeurs post-matérialistes? Alors oui, non, parce que certes, d'un côté, on a l'impression aujourd'hui que... Il y a des schémas qui se créent qui montrent que la gauche va être tout ce qui est défense de l'environnement, tout ce qui est fin des discriminations, défense de l'accès aux droits des minorités, et qu'en face, la droite va être plus réticente à un changement culturel. Mais au final, si on observe les programmes en eux-mêmes, notamment sur la question de l'environnement, on voit que dans le débat des Républicains qui ont eu lieu il y a quelques jours, on a cette question de l'environnement qui est quand même très présente. Donc notamment dans Valérie Pécresse qui s'était exprimée à ce sujet, il avait parlé d'un réel défi climatique aujourd'hui, d'un défi colossal. On a beaucoup le débat autour du nucléaire, des éoliennes au sein même de la droite. Donc au final, je pense que les questions qui sont prenantes et qui ont l'impression de concerner tous les Français, au final sont abordées aussi bien par la gauche que par la droite. Donc je sais pas, je ne pense pas en tout cas qu'on puisse parler d'une thématique par exemple environnementale uniquement pour la gauche. Mais les Français, tu sais, les Français, en fin de compte, aujourd'hui, ce qui les a éloignés de la politique, en fin de compte, puisque ça fait déjà plus de 40 ans que je vote, ce qui les a éloignés de la politique, je pense, c'est en fin de compte, c'est au moment des élections, tu as tous ces partis qui parlent écologie, qui parlent social, qui parlent tout ça. Et en fin de compte, le Français, je me dis, l'impression qu'il a à l'arrivée, c'est pour ça qu'il s'en détache, c'est qu'à l'arrivée, il s'aperçoit que c'est des belles paroles et le jour où tous ces partis sont au gouvernement, ils fonctionnent exactement tous pareil, qu'ils soient de droite ou de gauche. Ils rentrent dans un carcan européen, dans un carcan mondial et en fin de compte, il n'y a plus rien qui bouge et donc automatiquement, tu reviens que tu es de la gauche. La droite, on n'a jamais essayé l'extrême droite, Dieu m'en garde, c'est mon avis personnel, mais bon, en tout cas, voilà, on a l'impression que ça bouge pas, en fin de compte, qu'il y a des choses qui bougent, mais c'est en fin de compte, c'est pas assez rapide.
Si tu veux, voilà. Donc, et les gens, du coup, ils se décrochent de la politique parce qu'ils disent, en fin de compte, qu'on aille voter pour la gauche ou la droite, il n'y a rien qui bouge. Donc, on va pas perdre notre temps. Et malheureusement, c'est un peu la mentalité aujourd'hui. Et du coup, il reste les extrêmes qui sont l'extrême gauche et l'extrême droite. Donc, qu'est-ce qu'ils proposent finalement que n'a pas la droite traditionnelle ou la gauche traditionnelle? Qu'est-ce qu'elle a Marine Le Pen que n'ont pas les autres? De la démagogie. C'est une réponse qu'en tant qu'association politique, je ne vais pas défendre particulièrement, mais c'est une réponse qui se défend évidemment. Alors les extrêmes, on les voit énormément ces derniers temps parce que bon. Comme l'a dit Marine Le Pen, ils sont dans les campagnes. Dans les villes et dans les campagnes. Exactement. Il a bien fait. On vous remercie. Et donc, qu'est-ce qu'ils proposent? Tout d'abord, les extrêmes, c'est un certain mode de discours. Il y a, lorsque Trump a été élu, beaucoup ont dit oui, j'ai voté pour lui parce que lui, il dit tout haut ce qu'il pense, ce que nous, on pense tout bas. Ouais. Et c'est ce qui est dit aussi à propos de Marine Le Pen, mais d'une manière encore plus forte avec Éric Zemmour. Donc il y a chez le point commun, un des points communs des extrêmes, je dirais, c'est de oser, entre guillemets, dire les choses. De parler très fort. Et de parler très fort. Et en fait, ça, c'est une de leurs méthodes, quoi. C'est pas grave si le discours n'est pas super construit, s'il n'est pas super cohérent ou quoi que ce soit, mais c'est dit. Faire du bruit. Exactement, faire du bruit, dire avec violence et au final, comme on le dit, une mauvaise publicité, c'est toujours de la publicité et donc ça atteindra certaines personnes. Qu'on parle de toi en mal ou en bien, on parle de toi. Exactement, c'est ça. Et vous étiez à Nice au congrès du Grand Z finalement, et quel type de public on avait? Parce qu'on m'a dit que c'était très diversifié. Alors c'était assez diversifié. On avait en tout cas beaucoup de ses partisans. En tout cas, la plupart des personnes qu'on a interrogées, toutes les personnes qu'on a interrogées étaient vraiment là parce qu'elles s'intéressaient. Congrès d'Éric Zemmour, je dis pour les gens parce que tu as dit du Grand Z. Mais c'est ça, faudrait préciser. Oui, exactement. Donc nous étions à la conférence d'Éric Zemmour organisée à Nice et on voyait que on avait vraiment des personnes qui adhéraient à son discours ou bien qui au contraire étaient curieux de son discours, mais en tout cas qui dans une certaine dimension, y adhérer quand même. Et par rapport à la population type qui était, on avait aussi bien, la plupart des personnes étaient quand même assez âgées. La plupart des personnes au moins la cinquantaine, mais on a vu quand même pas mal de jeunes qui étaient là. Il y avait énormément de jeunes. Ouais, il y avait beaucoup de jeunes, notamment des garçons d'ailleurs, et c'était assez intéressant de leur parler parce que pour eux, en fait, on essayait de voir du coup quelle était leur conception de la France et beaucoup parlaient d'un retour aux valeurs de personnes qui aiment la France. Donc pour eux, Éric Zemmour représente. Vas-y, finis. Oui. Puis après, par rapport à ce que tu dis, il y a autre chose qui m'affole. Mais vas-y. En fait, quand on leur a posé la question, qu'est-ce que pour vous la France et qu'est-ce qui pour vous fait le fait d'être français, beaucoup nous répondaient que c'était justement cet amour-là pour la France et que pour eux, Éric Zemmour était ce qui le représentait le mieux. D'accord. Alors, ce qui m'a fait tilter, c'est de me dire, tu disais, il y a énormément de jeunes et ce qui est bizarre, donc, c'est qu'il y a énormément de mixité chez les jeunes. Au niveau, puisqu'on sait très bien le discours d'Éric Zemmour, où c'est identitaire, donc avec, je vais pas dire alors entre guillemets une haine des immigrés, mais c'est pas une haine, donc je mets entre guillemets parce que c'est le mot qui m'est venu, mais bon, un discours identitaire, et pourtant la mixité, elle se fait énormément chez les jeunes. Je vais prendre mon exemple, quand on est dans le quartier où j'habitais à l'époque, à Menton, on va dire de personnes maghrébines, il n'y en avait qu'une ou deux. Maintenant, dans tous les quartiers, il y en a énormément et beaucoup de jeunes. Donc, il n'y avait pas, je donne l'exemple de ma génération, il n'y avait pas beaucoup de mélange de mixité à l'époque. Maintenant, c'est courant qu'il y ait des couples mixtes, on va dire, au niveau alors, je ne sais pas si on dit race ou pas race, j'en sais rien. En tout cas, je fais attention des mots que j'emploie, qui ne sont pas mal interprétés. Voilà, en tout cas, au niveau des ethnies. Oui. Voilà, merci pour le mot. Voilà, je cherchais. Merci de me reprendre, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, parce qu'il y a des gens qui vont dire ah mais il a dit ça. Non, voilà. Merci de m'avoir repris. Et donc aujourd'hui, c'est courant. Et pourtant, Éric Zemmour et tu me dis c'est des jeunes. Et donc je suis assez surpris. J'ai du mal à comprendre. Comment est-ce qu'on explique en fait cette popularité auprès de la jeunesse, quoi ? Moi, je dirais qu'il y a un élément qu'il ne faut pas ignorer, c'est le romantisme. C'est-à-dire la quête d'une chose plus grande que soi. Vouloir faire partie d'un mouvement avec d'autres personnes, d'un mouvement collectif, je dirais même d'un mouvement de foule. C'est ce qu'il a réussi à déclencher, Macron. Qui nous transporte. Macron a réussi à le déclencher, en effet, mais je dirais que Éric Zemmour le fait d'une manière plus forte parce que ce qu'il propose, c'est plus radical. Ouais. Et dans ce cas-là,
ça peut susciter... Il fait pas du en même temps. Non, Éric Zemmour ne fait absolument pas du en même temps. Mais donc comme c'est plus radical, ça peut nécessiter un engagement, voire une passion en fait. Le mot Bien c'est sûr, passion, bien plus forte. Et ce qui s'est passé, enfin ce dont j'ai l'impression, ce qui s'est passé, c'est que notre génération, donc la génération qui est née on va dire après les années 90, moi je suis né en 2002 et oui, les années 2000, allez. Morgane est né en 2004, mais on est tous nés en 2002 ici. Donc nous, on a un peu perdu certaines grandes causes. Donc on dit qu'une de nos causes c'est la cause écologiste, et c'est vrai que beaucoup de jeunes défendent l'écologie, mais c'est pas une cause où tous les jeunes se reconnaissent, donc il faut quelque chose d'autre pour ces gens-là, et donc ils cherchent. D'accord. Puis ils trouvent quelqu'un qui tient un discours très très fort et qui fait croire que il y a quelque chose qui est en train de se passer, une guerre civile peut-être, et qu'il faut y participer. En parlant de jeunes, je suis désolé de rester sur ce personnage, il y avait certains de nos camarades qui voulaient l'inviter au campus. Vous, en tant qu'association apolitique, est-ce que ça vous ne dérange pas d'inviter ce personnage-là, finalement? Sachant que sur d'autres campus, il me semble que ça avait extrêmement fait polémique, et qu'il y avait des associations à peu près, qui exerçaient à peu près la même activité que vous, et il y a des membres qui avaient décidé de démissionner de l'association. Donc c'est quoi votre position par rapport à ça? Peut-être déjà pour revenir sur ce qui s'est passé à Sciences Po Paris, donc il y a une association qui a invité Éric Zemmour sans en informer la totalité de ses membres. Et du coup l'invitation a été acceptée, et l'annonce de l'arrivée d'Éric Zemmour sur le campus de Paris, ils ont démissionné. De Sciences Po exactement, a été annoncée, et au final c'est ce qui a fait que beaucoup ont fait parler de ça sur les réseaux sociaux, et du coup ont décidé de quitter l'association. Après peut-être Jessila y parlait de Menton. Oui, en effet. Donc déjà, ce qui s'est passé au niveau de la méthode, c'est que on remarque que notre association travaille différemment. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit d'inviter une personne aussi importante, je dirais, mais on peut aussi dire aussi clivante, alors on va en discuter en interne, on va communiquer et on va voter si le vote s'impose. Et en fait, figurez-vous que c'est ce qu'on a fait. Parce que comme tu l'as dit, Morgane, il y a une association qui n'est pas la nôtre, qui a fait les démarches pour l'inviter, mais au final, à cause d'un niveau de coordination, ça n'a pas été possible. Mais ils nous ont transmis les potentialités pour le faire. Et donc, la question a été évoquée. Et après une discussion tout à fait productive, où chacun a été libre d'exprimer ses avis, nous avons décidé, et nous maintenons cette position, de ne pas inviter Éric Zemmour, pour des raisons à la fois pragmatiques et d'une certaine... Voilà, pour des raisons pragmatiques, et aussi pour un positionnement, l'apolitisme que nous maintenons, et qui implique aussi de ne pas susciter la haine. Voilà, et puis après, il y a un truc qui... Alors, c'est un peu compliqué, certaines décisions, parce que si on est pour la démocratie, il faut le recevoir. Mais par contre, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est trop facile. Et comme il ne se déclare pas, en fin de compte, on lui donne une tribune gratuite. C'est exactement ça. C'est ça qui est un peu dérangeant. C'est-à-dire qu'il serait déclaré, vous le recevez comme un autre candidat, vous le recevez, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre. Voilà, pourquoi pas? Ça s'appelle la démocratie. C'est la démocratie. Voilà. Aujourd'hui, il biaise la démocratie, puisqu'en fin de compte, il ne se déclare pas candidat. Il a des heures d'écoute qui sont bon, apparemment, le CSA commence à les décompter quand même. Oui. Elles sont quand même réglementées, mais elles sont énormes. Une tribune grâce aussi à toutes vos associations, et surtout chez les jeunes, parce qu'il a compris où il fallait les taper, puisque c'est les jeunes qui votaient pas, donc il sait où il fallait les chercher. Voilà. Donc ce qui me dérange, c'est ça, c'est plus le fait qu'il ne se déclare pas. Il se déclare, il est comme un autre, il a le droit, c'est la démocratie, c'est comme ça. Et au final, qu'il soit clivant ou pas. Oui, par exemple, la conférence autour de la sortie de son livre qu'il a organisée à Nice avait tout d'un meeting politique, et au final aurait totalement pu être un meeting politique dit de manière explicite. Le fait stagner aujourd'hui, c'est que les gens ont compris, je pense. En effet, peut-être. Voilà, aujourd'hui, il stagne parce qu'en fin de compte, les gens ont très bien compris la manipulation, malgré qu'il se dit un personnage chevalier blanc, voilà. Donc les gens ont très bien compris qu'en fin de compte, il fait les mêmes méthodes que les autres.
Et dans ce cas-là, Voilà. pour redonner un peu du tonus à sa campagne, si on peut définir ce qu'il fait en tant que campagne, eh bien il lui reste la candidature, c'est un peu sa dernière carte à jouer. Moi, je suis pas voyant, je vais pas affirmer qu'il sera Bon, candidat. ça va être cette semaine, apparemment. Apparemment. Alors d'autres disent plutôt le 5 décembre, le lendemain de la décision DLR. exactement des Voilà. Républicains. Bon, c'est- On va pas se faire On va pas divin, spéculer, mais ouais. Mais en tout cas, ça fonctionne, ça donnera vraiment le personnage qui est un vrai politique, quoi, en fin de compte, qui fait comme les autres. Et donc, en fin de compte, le jour où il pourrait se retrouver au gouvernement, et il fera comme les autres. Exactement. Je pense qu'on peut. Voilà. Et passer, oui, vas-y. oui, peut-être, oui. Donc on a la campagne présidentielle du coup de 2022 qui arrive. Oui. Donc vous, en tant qu'association d'encadrement politique, Exactement. vous avez prévu quoi pour cette année? Alors on a différents événements qui sont déjà prévus, d'autres qui sont à venir. Déjà on va avoir du coup des débats présidentiels qui vont être retransmis à la télévision et nous on aimerait beaucoup pouvoir réunir les Sciences Pistes autour de ça afin que tout le monde puisse du coup observer en direct ces débats-là et ça pourrait vraiment faire vivre l'émulation politique sur le campus. En parallèle de ça, on a comme l'année dernière les élections présidentielles fictives qu'on va réorganiser cette année et qui vont donc permettre à différents candidats qui se revendiquent de réels partis ou non, donc comme l'année dernière avec par exemple le Parti royaliste, qui vont pouvoir se présenter, avoir un débat intra-campus du premier tour, un vote du premier tour, un débat du second tour et enfin un président du campus qui pourrait être élu. Et du coup, est-ce que vous pensez que ces élections, tu as parlé des élections fictives du campus, je me rappelle l'année dernière, c'était genre the événement de l'année. C'est l'événement de l'année. Ouais, c'est vraiment l'événement de l'année, Ça fait plaisir. c'était hyper bien organisé, c'était hyper réaliste. Ah, merci. Est-ce que vous pensez que du coup, ces élections fictives, enfin bien que fictives, peuvent avoir un réel rôle d'encadrement politique au sein du campus? Bon, alors, vous dites encadrement, c'est un peu connoté, Ouais, c'est pas disons, URSS, etc. Moi, j'en dirais pas autant. Influence, ou du moins, rendre dynamique, tout ça, rendre dynamique la politique sur le campus. Là, je veux dire, oui, notre but, c'est en effet d'être actif pour faire vivre là et le politique et j'espère accomplir... j'espère qu'on accomplira cette certaine mission que l'association s'est donnée. Et aussi peut-être juste rappeler qu'au final, la population des Sciences Pistes ne représente absolument pas les sensibilités qu'on a en France. Oui, c'est important de le préciser, en effet. Exactement. Et au final, le président du campus sera élu en amont des élections présidentielles qui auront lieu plus tard. Mais en tout cas, ça m'étonnerait fortement que les sensibilités qui se dégagent de cette élection-là se reflètent dans l'élection présidentielle française. On peut parler peut-être de paysage politique cette année sur le campus. Il nous reste 8 minutes. Allez. Oui, ce serait diversifié. Donc vous en pensez quoi? Parce que vous avez recruté cette année pour votre association de nouveaux éléments. Donc est-ce que c'est plus diversifié Est-ce qu'il y a eu une évolution de l'association par rapport à l'année dernière? De l'association elle-même, en tant que membre peut-être? De sa composition aussi. Alors, le recrutement, il s'est fait par Nour, qui est la vice-présidente, moi-même, et par un troisième membre qui correspond au pôle du membre du candidat. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple, si le candidat veut faire de la communication dans notre association, alors la personne qui sera en face de lui sera un membre du pôle communication. Et donc, sur quels critères on a recruté? Sur la compétence, parce qu'on considère que c'est très important, puisqu'on veut faire des événements sérieux d'une échelle certaine importante, de qualité exactement, pas que de la quantité, mais aussi de la qualité. Donc, on a recruté sur la compétence, mais aussi, dans une certaine mesure, sur la connaissance politique, parce que pour faire des événements qui parlent de politique, il faut s'y intéresser, il faut être passionné, il faut vraiment s'engager, et donc, faut y prêter un minimum d'intérêt. Ensuite, est-ce que la composition interne de la fabrique politique a changé? Écoutez, oui, peut-être. En toute honnêteté, je pense que oui. Mais disons que l'année dernière, comme cette année, mais peut-être cette année plus encore, on travaille en équipe. Et lorsqu'on fait un événement, on essaye de mettre nos sensibilités politiques de côté pour créer l'événement le plus qualitatif qui soit. Ok, bon, on arrive tout doucement à la fin de l'émission, il nous reste 7 minutes, donc on va essayer de conclure. Un sujet qu'on pourrait... 1 heure, c'est toujours trop court quand on est avec Sciences Po, parce que surtout qu'on déborde un petit peu sur des questions qui ne sont pas prévues. On va faire un tour de table, puisque le thème ce soir, c'était donc pour ceux qui nous ont rejoints, et puis bien sûr, c'est une émission que vous pourrez réécouter, puisqu'elle est en live Facebook, et puis bien sûr, on la mettra sur notre chaîne YouTube, et vous allez la partager chez vous aussi. Nouvelle droite, nouvelle gauche, le romantisme politique a-t-il mis fin aux orientations traditionnelles, avec ce soir, donc d'un côté, la fabrique politique,
politique et de l'autre côté les étudiants de Sciences Po, tous les 4 étudiants de Sciences Po. On fait un tour de table pour dire donc droite, gauche, pour toi ça existe toujours mon cher Saad? Mais bien sûr que ça existe toujours, Voilà. et il faut soutenir ce clivage qui est sain finalement et qui permet d'oublier les extrêmes. D'accord. Pour Morgane, pour toi, ta sensation, ta vision des choses. Oui, je suis assez d'accord avec ça. C'est un clivage qui existe toujours, qui a existé et je pense qu'il va continuer d'exister. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une grille d'identification pour les individus. Après, c'est un clivage qui a subi des évolutions, c'est ça ce qu'on peut dire, mais est-ce qu'il existe toujours? Oui. D'accord, je vous donnerai ma version à la fin. Nour, pour toi, ton sentiment, ta sensation par rapport à la droite, la gauche, ça existe, c'est... Oui, alors pour moi, faut plus voir ce clivage-là comme vraiment une grille d'analyse qui soit universelle pour analyser les discordes politiques ou les luttes intestines du pouvoir, mais plus le voir comme un modèle en fait qui va être utilisé par les électeurs pour à la fois façonner leurs opinions et exprimer la manière dont ils se sentent représentés. Mon cher Il a eu, oui. Alors pour moi, est-ce que la droite et la gauche existent encore? Oui, mais je pense que faut pas y penser, faut pas les considérer comme un absolu, et surtout, faut se dire que la politique, eh bien, c'est bien plus que ça. La politique, c'est l'organisation de la société, c'est-à-dire l'organisation de la vie en commun pour atteindre le bien commun, c'est-à-dire une vie harmonieuse entre les différents individus, se donner un certain projet, l'accomplir afin d'avoir une vie qui mérite d'être vécue, je dirais. C'est ça la politique au sens fort du terme. Voilà, moi ma vision des choses. Allez-y. Assez pessimiste. La droite, la gauche, pour moi, chacun défend son camp pour toujours continuer à exister, parce qu'ils savent très bien que sinon ils n'existeront plus. Donc pour moi, il y a les idées, c'est les mêmes, et puis il faut pas oublier que tous, ils sortent des mêmes écoles, des mêmes endroits, ils ont les mêmes discours, ils sortent tous de Sciences Po, voilà. Et donc c'est compliqué de faire croire qu'ils aient des visions différentes des choses. C'est juste quand tu es tout en bas, tu as vraiment une vision d'altruisme. Mais malheureusement, ce qui déforme les gens, c'est le pouvoir. Et plus tu montes, et plus tu es déformé, et plus c'est compliqué. C'est plus compliqué d'y croire. Donc je suis assez pessimiste, mais c'est peut-être par rapport à mon âge aussi. C'est assez intéressant ce que vous dites. Je tiens quand même à dire que je partage vraiment pas votre vision, et que personnellement, je trouve que il y a des personnes qui ont des valeurs et qui ont vraiment des idéologies qu'ils veulent défendre. Oui. Et de manière en tout cas tout à fait sincère. Mais je pense. Oui, en effet, on espère ne pas perdre nos principes. Non, je pense. Je pense qu'ils les ont surtout au début. Mais justement, il faut que ce genre d'école, vous avez dit que la plupart de ces personnalités sortent de Sciences Po, il faut que ce genre d'école soit un moyen et non une finalité. Je pense. Mais tu sais, les dictateurs, je dis toujours la même chose quand je fais mes émissions à Villa-Blanche et partout, les dictateurs et ceux qui tuent les gens aujourd'hui, ils ont été enfants. Ils ont été dans des berceaux, ils ont été des enfants, et ils pensaient peut-être comme ça. Malheureusement, un jour, ils pensent plus pareil. Oui, et donc, malheureusement, on pense différemment. Plus on grandit, plus on vieillit. Et puis, il y a des opportunités qui se font. Il y a autant en politique que dans la vie. Et puis voilà. Donc, on le voit, la politique. Tu as des gens qui étaient, quand vous dites les partis, il y a des gens qui étaient à droite et puis d'un seul coup qui se retrouvent à gauche, qui changent de camp en fonction de l'intérêt. Et c'est ça qui détourne les gens de la politique, c'est de voir en fin de compte que ils ont l'impression que tout ce que tu dis, oui, vous y croyez encore, des gens qui ont des valeurs. Les valeurs, on les a peut-être au début de son engagement, mais plus on avance, plus elles disparaissent. Mais moi, je pense qu'on peut tout à fait les retrouver. Et que c'est pour ça qu'il ne faut pas abandonner une certaine éducation, je dirais. Je serai peut-être plus là quand vous aurez 40 ans, mais j'aimerais bien vous entendre. Voilà. En tout cas, je pense que les principes, c'est quelque chose qu'il faut cultiver parce qu'il faut les mettre en mais bien sûr, je suis peut-être un petit peu pessimiste. Mais en tout cas, je suis peut-être pessimiste, mais je vais toujours voter. Et j'ai jamais raté une élection. Jamais une seule élection. Honnêtement, c'est très louable. Ouais. Parce que je peux me dire après, je râle. Même si ça me convient pas, mais j'ai été voté. Et aujourd'hui, c'est ça. Les gens qui râlent et qui vont pas voter, je leur dis taisez-vous. Et après, on a aussi des valeurs au final qui peuvent évoluer. Donc, on a notamment, pour donner un exemple tout simple, Édouard Philippe, qui, lorsqu'il était à Sciences Po, se reconnaissait plus dans des valeurs de gauche et qui, au final, a évolué vers la droite. Voilà. Mais j'espère en tout cas que ces valeurs-là demeurent sincères et qu'elles ne sont pas liées aux opportunités politiques. Juste une chose, chers auditeurs, pardon, excusez-moi.
Petit souci de voix. Chers auditeurs, dans 1 minute 40, il va y avoir une coupure sur le 96.6 et le web. On va passer sur notre émission de ce soir, Club 80. On va déborder de 5-6 minutes sur le live Facebook, comme ça on pourra terminer correctement l'émission. Donc ceux qui nous écoutent sur la FM et sur le web, vous allez découvrir nos programmes. Donc Club 80 qui va démarrer à 20h pile. Et nous, on va faire encore 2-3 minutes pour clôturer cette émission, donc sur le live Facebook. Je voulais juste dire, du coup, pour rebondir sur tout ce qui a été dit, je pense pas de toute façon qu'on soit obligé d'être cantonné à une même position tout au long de sa vie. Sinon, on ferait rien. Donc, on ne changerait pas nos opinions. On naîtrait finalement avec une idée. On mourrait avec la même. Donc, je pense pas que ce soit un problème de changer sa position. Après, comme vous le dites, si c'est par intérêt, c'est vrai que ça manque de sincérité, ça manque d'authenticité. Déjà, la première position de valeur. Mais après, on n'est pas obligé de rester cantonné. Je pense non, tu as raison. Mais déjà, la première position politique qu'on a dans sa vie, c'est par rapport à ses parents. Exactement. Parce qu'on entend ses parents, qu'ils soient de droite ou de gauche, on les entend. Et puis souvent, tu vois des émissions à la télé où tu as des gosses qui ont 7-8 ans qui parlent et tu sens que c'est les parents qui ont parlé. C'est vrai, mais c'est pour ça, voilà. c'est pour ça que donc c'est ça, c'est important. c'est la première sensation qu'on a de la politique. C'est vrai que c'est aussi important de s'y intéresser nous-mêmes. Bien sûr. D'aller voir un peu ailleurs. Et par exemple, on peut former notre culture politique en lisant des journaux. Au début, peut-être d'essayer de lire des journaux de différents bords. Mais vous êtes dans des écoles où, en fin de compte, vous êtes formés pour ça, vous vous y intéressez déjà à la base, mais faites un sondage autour de vous, des jeunes qui ne sont pas de Sciences Po, vous allez dans Menton et vous interrogez 200 jeunes à la sortie de Vento, à la sortie de Mauroy, vous allez voir que je vous dis qu'il y en a très très peu qui s'intéressent à la politique, qui ne sont même pas capables de vous dire qui est le Premier ministre. À la rigueur, Macron, on en a notamment parlé peut-être, mais il y en a beaucoup qui ne savent pas, quoi. Sans doute, mais moi je pense que ils vont, en fait, on est tous confrontés à la politique, on le sera tous confrontés un jour. Dans la politique, c'est sûr. C'est ça. Bien sûr. Non, mais sans s'en rendre compte, forcément. C'est quelque chose d'assez inconscient. En tout cas, on a donné notre version ce soir, notre vision des choses, sachant que on est tous, on s'y intéresse déjà tous les 5 à la politique, sinon on n'aurait pas fait cette émission. Mais en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et puis, un vaste sujet. Tiens, on va clôturer avec. Qui vous voyez président, voilà, par rapport, alors pas par rapport à ce que votre parti, ce que vous aimez, mais par rapport à ce qui est en train de se passer. Quel match vous voyez en deuxième tour et en 2022 votre sensation. Alors je vais commencer. De jeunes, voilà. Je vois bien l'extrême droite, peut-être Marine Le Pen avec un personnage de la droite, peut-être Valérie Pécresse ou. En deuxième tour. Donc Macron out. Oui, que de la droite, l'extrême et de la modérée. Je suis assez d'accord avec les probabilités que la droite et l'extrême droite se retrouvent au deuxième tour. Second tour, ouais. Moi, je veux vraiment pas faire de spéculation parce que si on regarde les élections de 2017, à la même période, fin 2016, tout le monde pensait que Fillon passerait et au final, c'est absolument pas ce qui s'est passé. Exact. Donc vraiment, je préfère ne pas faire de fausses spéculations. T'as pas d'idée. Et moi, comme Nour, je trouve qu'il est un peu tôt pour juger et déterminer, mais je vais tout de même faire une spéculation parce que si j'ai raison, on pourra me féliciter. Je pense que ça repartira sur du Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Ouais. Je pense que ça repartira la même chose, juste pour une simple et bonne raison. C'est que la majorité est silencieuse. C'est vrai. Voilà. Donc ceux qui font du bruit, c'est toujours la minorité. Voilà. Donc pour moi, je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui vont jouer la sûreté. Alors certes, tout n'était pas parfait. Hein, attention. Alors je parle pas pour moi. Hein, je parle sur une analyse que j'ai de la vision des choses. Je pense que tout n'était pas parfait. Mais malgré tout, on a peut-être peur de l'avenir. Et pour l'instant, il y en a beaucoup qui vous donnent peur de l'avenir. Si je peux juste rajouter quelque chose aussi. On va clôturer avec toi. Oui. Du coup, c'est vrai qu'il y a, en temps de période présidentielle, en temps de campagne présidentielle, il y a en fait un intérêt politico-médiatique qui est, incroyable autour de ces campagnes présidentielles. Et donc on fait des spéculations, on fait des sondages, parce qu'on est de plus en plus dans une démocratie d'opinion. Et en fait, même ces sondages... Qui marchent jamais, c'est génial. Soit qui marchent jamais, mais soit qui vont influencer les résultats. C'est-à-dire que par exemple, on peut avoir, beaucoup de sondages qui disent que tel candidat arrivera au second tour. Et il y a des électeurs qui ne vont pas prendre la peine d'aller voter parce qu'ils sont sûrs que tel candidat arrivera au second tour. Et c'est exactement ce qui est arrivé pour les élections de 2002. Exact. Et moi, j'ai voté pour Jacques Chirac à l'époque. Vous savez pourquoi ?
Eh bien pourquoi? J'avais votre âge, hein, il était dans les Guignols. Il était dans les Guignols, voilà. Mais je vais vous dire que ça Il fait était très bon dans les très Guignols. grande partie des lecteurs. Mais je le dis en rigolant, mais c'est pour vous donner pour te rejoindre qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent t'influencer. Et à l'époque, Jacques Chirac était un personnage dans les Guignols. Vous avez connu les Guignols sur Canal+. Oui, On a connu les Guignols. Voilà, Guignol sur Canal+, et énormément de gens ont voté pour lui parce qu'il aimait dans les Guignols, il était attachant. Mais c'est comme ça. Ah, tu sais, on regrette la fin des Guignols. Quand on regarde la tendance à droite, on se dit mais Barnier à droite aurait une tendance, mais pourquoi? Parce qu'il a une posture. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui vont voter par rapport à la posture. Ouais. Exactement, Ouais. et c'est par exemple ce qui est arrivé même aux États-Unis quand on regarde Nixon et Kennedy. Nixon, lors du débat, était meilleur à la radio, mais moins bon à la télé parce qu'il était malade et du coup il avait le teint jaune. Donc au final, ça joue énormément ce genre de C'est débat. c'est le personnage en fin de compte, un peu comme youtubeur. Voilà, allez, c'est un peu ça. On clôture là-dessus. Merci d'avoir été avec nous. Mais merci à vous, c'était un grand plaisir. On a débordé, mais c'est pas grave. On était en Merci pour live l'invitation. Facebook avec Ilaï Beressi, avec les lunettes sur ma gauche. Avec les lunettes, oui. Nour Chérif avec le beau pull bleu. Merci. Il est Sad très beau. Semlali, c'est son deuxième passage. Je crois que lui, je vais le voir à chaque fois. Et Morgane Abbas, donc la jeune fille en vert, pour ceux qui nous regardaient. Merci de nous avoir suivis. Merci Beaucoup. Merci. Isabelle qui est restée tout le long de l'émission, j'espère que ça lui a Merci, plu. Isabelle, À Franck dédicace. Asfo qui me mettait Jean-Luc, présente-toi à la présidentielle en 2022, pourquoi pas. Je vais peut-être me présenter tiens, au municipal à Menton. J'aurais peut-être mes Croustillant. chances. Voilà, j'ai donné une info. Voilà. Quel scoop! Info ou intox. On n'en sait rien. Merci à tous. En tout cas, non, c'est très sérieux. On a fait une belle émission ce soir et je vous remercie d'avoir été avec nous. Allez, Merci beaucoup. bye bye à tout le monde. Bye. Le Club 81, c'est fini pour aujourd'hui sur Radio Fréquence Méditerranée. Radio Fréquence Méditerranée 96.